la chambre africaine. Veuillez vous asseoir. Monsieur l'huissier, veuillez faire entrer le témoin Zinaba Bassou Ngolo. Bien, en attendant que le témoin arrive, je voudrais vous informer qu'il y a un des juges titulaires qui est présentement malade, peut-être sera indisposé pour 2-3 jours, et conformément donc au texte, c'est le juge suppléant qui prend sa place. Bonjour madame. Bonjour. Bien. Je vois le technicien qui s'approche, certainement pour vous donner la meilleure position pour que votre audition soit plus audible. Bien, donc ce qu'on va vous demander, c'est de parler dans le micro, de sorte qu'on puisse bien vous entendre. Ça, c'est la première recommandation. Et deuxièmement, c'est que vous avez été appelé devant cette chambre en votre qualité de témoin. Je crois que vous êtes aussi partie civile. Vous m'entendez, madame? Oh, je ne vous ai pas compris. J'ai dit que vous avez été appelé devant cette chambre en votre qualité de témoin. Oui, Et en outre, je pense que vous êtes également victime partie civile. oui. Bien. Avant que vous ne puissiez livrer à la chambre Oui, votre témoignage, oui, nous allons vous demander de dire à la chambre oui. quels sont vos noms, prénoms, âge, Oui, profession oui. et domicile. D'accord. Alors, donc, nous vous écoutons. Merci. Merci, Monsieur le Président. Je m'appelle Bassou Zinaba Ngolo, né en 1963 à N'Djamena, mère de 4 enfants. Je travaille comme conseiller municipal du 3e arrondissement à Rijibal. Je suis veuve de Salengaba, journaliste. Il est né le 24 mars 1953 à Kumbra. Il est journaliste, il travaille comme chronique sportive au niveau de Radio Tchad. Il est rédacteur en chef à l'agence de presse tchadienne, l'AFP. Il est correspondant à l'agence de presse française. Oui, madame, pour l'instant, cela nous suffit. Pardon? Pour l'instant, cela nous suffit. Certainement, nous allons revenir sur monsieur votre mari au cours de votre déposition. D'accord. Donc, vous dites, vous êtes témoin de certains faits.
Et la Chambre souhaitait donc avoir la narration de ces éléments qui pourraient éclairer la compréhension de la Chambre par rapport au dossier dont elle est saisie. Donc, nous vous écoutons sur les éléments de fait. Vous pouvez y aller. Oui, je suis partie civile, victime indirecte de mon mari Salingaba. Lorsque mon mari est sorti, j'avais appris à la radio Tchad qu'il était Reprenez justement, peut-être c'est le moment de nous éclairer. Vous dites votre mari, qui est votre mari, qu'est-ce qu'il faisait, voilà. Mon mari, c'est Salingaba, il est journaliste. Il travaille à Radio Tchad comme chronique sportive. Il était chef rédacteur en chef à l'agence de presse africaine, la tchadienne, l'AFP. Correspondance au niveau de RFI. Correspondant à l'agence de presse française, l'AFP. Correspondant à l'agence de presse américaine, AFPA. Et il a créé aussi la radio Présence au niveau du diocèse de N'Djamena qui fonctionne jusqu'à maintenant. Oui. Bien, vous dites que vous êtes partie civile victime. Oui. Expliquez-nous pourquoi. C'est parce que Hissène Habré a fait disparaître mon mari. J'ai appris seulement à la radio qu'il était arrêté de Mungo pour N'Djamena. Depuis 7 ans, je n'ai pas son nouvelle. Et j'avais une début de grossesse de 2 semaines. C'était très dur pour moi. J'ai accouché l'enfant sans son père. Ma fille regarde seulement la photo de son père sur la photo jusqu'à maintenant. Donc, j'avais quoi à faire. Moi, j'étais élève, je n'avais rien pour survivre. Il fallait que je vende les bibliothèques de mon mari, ses livres, les appareils photos qu'on en a, c'est ça qu'on en a, c'est ça que je vendais pour survivre. Et il y avait mon oncle Galingote, c'est lui qui aussi m'aidait un peu à payer le loyer, tout ça, jusqu'à l'accouchement. C'était très, très dur. Après, il fallait que je laisse l'école pour chercher du travail ailleurs. J'ai travaillé à Novotel à Tchadien pour faire survivre mon enfant. Donc, moi, aujourd'hui, je suis ici aux salles de chambre africaines extraordinaires, comme à la présidence d'Hissène Habré là. Moi, je veux qu'il m'explique pourquoi il a fait disparaître mon mari. Celui qui connaît là, il est parti. C'est ça ma réponse. Bien, comment avez-vous été informé de la disparition de votre mari? J'étais informée à Radio Tchad qui a annoncé ça au cours de l'information à 14h. Et après la nuit, RFI a repris les mêmes choses aussi. Bien, pourquoi vous dites que c'est M. Hissène Habré qui est l'auteur, ou du moins en tout cas le commanditaire de la disparition de votre mari? Pourquoi vous l'accusez, lui? Oui, c'est lui le président. C'est lui qui l'ordonne pour arrêter les gens. Il n'y a pas personne d'autre, c'est lui qui ordonne. Pourquoi, selon vous, il aurait ordonné la disparition de votre mari? Ça, je ne peux pas savoir. Parce qu'il est arrêté, on l'a amené au DDS. Après ces jours, je n'ai plus de ces nouvelles. Jusqu'à arriver de 90, je n'ai pas de ces nouvelles. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il est devenu. Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il est enterré? Ou qu'est-ce qu'il a? Je ne sais pas. Donc, c'est lui qui est à l'origine. C'est parce qu'ils disent qu'il est à Djara, c'est tout. Est-ce que vous avez des informations précises sur les circonstances entourant sa disparition? Voilà. Je n'ai pas des informations. Je n'ai pas des informations. Voilà. En 1990, l'arrivée de MPS, j'ai vérifié, je n'ai rien trouvé. Je ne sais pas, il est parti. D'accord, d'accord.
Est-ce qu'il avait rejoint un mouvement armé, votre Pardon? mari? Votre mari avait-il rejoint un mouvement armé? Non, Non, il n'était pas un combattant. non, 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 il était à Mongo, c'est tout. Il n'était pas, d'accord, d'accord. Merci. Bien, est-ce que vous pouvez nous préciser quand est-ce il a disparu? Vous étiez avec lui? Vous pouvez préciser d'abord le moment, la date de sa disparition? Bon. Je ne me rappelle pas tellement la date parce que un jour le matin, il est parti, je n'ai plus revenu jusqu'à la nuit. Vous étiez ensemble? On était ensemble, oui. On vivait Ici, ensemble. comme au Tchad, vous étiez donc Il ne m'a vous pas dit viviez qu'il ensemble. partait quelque part, il ne m'a pas dit. Il est parti, il n'est plus revenu le lendemain, tout ça. Donc, il a quitté la maison dans J'ai la appris journée. seulement qu'il est à Mongo et puis on l'a arrêté, c'est tout. Ok. Ah, ok, il a été arrêté à Mongo. Ok, merci. Monsieur le procureur, la Chambre a terminé en fait de poser des questions d'éclaircissement. La parole vous revient. Merci, Monsieur le Président. Anta, vous avez la parole. Madame Bassou Zena Bangolo, bonjour. Bonjour. Vous avez vécu un bon bout de temps avec la victime Salengaba, Oui. qui est journaliste, Oui, un journaliste renommé, une des victimes phares de la répression des Adjaraï, cause pour laquelle on vous a fait venir ici, oui. pour que vous nous parliez de cette époque, de ce qui s'est passé ce moment-là. Maintenant, vous dites, je vais vous poser des questions sur votre époux, sur ses activités. En résumé, qui fut Salengaba? On sait que c'était un journaliste. Vous avez commencé à parler de son parcours professionnel. Pouvez-vous nous apporter beaucoup plus de détails? Lui, c'est un journaliste, c'est tout. Il est journaliste, c'est tout. C'est parce que lui, il est journaliste. Pourquoi il s'est manifesté? Parce que le problème de Hadjara, au moment où Idriss Miskin était décédé, c'était comme ça que ça a révolté les Hadjara. C'est ça. Dans quel journal Pardon? Dans quel journal? Où est-ce qu'il a eu à exercer ses activités professionnelles? Non, là, il est à l'ATP. ATP, c'est quoi? Agence de presse tchadienne. Il était chef rédacteur. Il était correspondant d'Associated Press et de RFI. Oui, l'agence de presse américaine aussi. Et de quoi traitait-il? Pardon? De quoi traitait-il? Oui, mais En il traite ce général. qui se passe au nouveau. Les journalistes, ils traitent quoi? Ça veut dire que ce qu'ils voient et puis ils le disent, c'est tout. Ce qui ne va pas, il le dit. C'est ça le Madame, rôle. une petite précision. C'est vous qui avez vécu avec Salengaba. Vous avez eu Oui, mais à vivre des moments. j'ai vécu parce que je vois au moment quand il vient, telle personne était arrêtée, son frère était arrêté, et tout ça, donc il était vraiment mécontent. Donc il écrivait, il a envoyé les correspondants que c'est ça ce qui passe au niveau du Tchad. Voilà, vous allez y aller doucement. Vous connaissez mieux que nous, votre mari. C'est pourquoi on vous pose ces questions. Oui, Voilà. Vous avez, devant le juge belge, vous avez dit qu'il était connu pour ses questions pertinentes et ses articles critiques sur le régime de Hissène Habré. Vous Oui. confirmez? oui. Quel genre d'article? Oui, c'est que d'autres journalistes ne disent pas, lui, il le dit. Et ça énerve monsieur le président Hissène Habré. Qu'est-ce qu'il écrivait? Bon, il a écrit ce qui se passe, les événements qui se passent, l'arrestation, tout ça, quoi. Qu'est-ce qui se passait? Moi, je ne peux pas savoir ce qui se passe en prison. Non, non, pas en prison. Qu'est-ce qui se passait en ce moment-là? Qu'est-ce qui se passait? Quel était le contexte que vivait votre mari? Ce contexte qui l'a amené à écrire des articles qualifiés incendiaires par le régime. Parce qu'il est partisan, il est Hadjaraï. C'est vit déjà mal comme ça. Et après, quand il sort, il n'a pas sa liberté. À la maison, il y a des gens qui viennent, il n'est pas tranquille. Donc, il a dit qu'il va écrire au niveau de l'Union internationale pour savoir ce qui se passe. Ça a le cœur, quoi.
Il dit qu'en tant que journaliste, il fallait qu'il dise un mot. Moi, je lui ai dit que quand tu écris comme ça, c'est pas. Il dit non, il faut que les têtes tombent pour créer la liberté. Ça, c'est ce qu'il m'a dit avant de partir. Voilà, il fut arrêté une première fois. En 1984, il a fait 10 jours. Il a fait 10 jours dans les prisons. Pourquoi avait-il été arrêté? Il était parti au travail et puis on l'a pris. Donc, je ne sais pas pourquoi. Quand il est sorti, il vous a parlé. Oui. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Non, il dit On a dû lui poser des questions en prison. Mais ça, il ne m'a pas dit. Il ne vous a pas dit. Et c'est les moments difficiles qu'il a vécu en prison. Il vous a parlé de ses conditions Il a de vu détention. c'était dur, les conditions. Il m'a dit que les conditions étaient dures, très dures en prison. Pour dormir, c'est un problème. Il m'a dit ça. Il dit que c'est horrible ce qu'il a vu en prison. Donc, il avait aussi vu mon oncle qui travaille directeur de SE2, il s'appelle Kossi. Kossi. Non, c'est mon oncle. Il a dit, j'ai vu ton oncle, mais il est très faible. Ça, c'est ce qu'il m'a dit. Vous dites dans votre déclaration devant le juge belge, pendant la période de détention, j'ai eu la possibilité de le rencontrer. Vous avez eu à le visiter en prison? Moi, je ne l'ai pas vu, je l'ai amené à manger, mais je ne l'ai pas vu. Ce sont les militaires qui prennent, ils l'amènent. Mais il n'est pas sorti que je le voie. Donc vous ameniez le repas là-bas et vous vous arrêtiez devant la porte. Vous Il n'avez vient. pas eu le temps de lui parler Non. lorsqu'il était en détention. Non, je ne le vois pas. Le matin, je viens prendre mes affaires. Le lendemain, jamais c'est comme ça. Mais moi, je n'ai pas vu là où il est. Jusqu'à 10 jours, je le vois, il est venu à 13h à la maison. À sa sortie, il vous a confirmé qu'il n'a pas été torturé, mais qu'il a vu des gens torturés, ce Oui. qui l'a révolté. C'est ça, il n'a pas été torturé. Vous a-t-il décrit ces Il tortures? m'a dit ça, non, il n'était pas torturé. Vous a-t-il décrit les tortures que subissaient les gens, les victimes de cette torture? Non, comme le torture, là, quand on t'amène, c'est toi seul qu'on amène. Ce n'est pas deux, trois personnes pour savoir. Donc, quand on amène quelqu'un pour torture, tu ne sais pas, il revient tout fatigué avec l'essence et tout. Ça, il ne m'a pas dit ça, comment ça se passe. Vous avez déclaré que dès son arrivée au Tchad, mon mari a participé à des réunions secrètes avec Maldoum Bada, Galingote et bien d'autres personnes pour organiser l'opposition contre Hissène Habré. Oui. Pourquoi avez-vous décidé de revenir? C'est vrai ce que je dis. Vous a-t-il parlé de ces réunions secrètes qu'il avait avec les Maldoum Bada et autres? Non, c'est pour parce que les Hadjara ne sont pas à l'aise. Ils ne peuvent pas aller vraiment dans leur travail tranquille. Dès que tu pars au travail, on te prend. Ou à minuit, on te prend. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il fallait faire quelque chose pour t'en sortir. C'est comme ça qu'ils ont décidé de partir. Toujours devant le juge belge, vous déclarez, selon mon feu mari, la DDS était en possession d'une liste mentionnant les noms des Hadjaraï à arrêter. Oui. Savez-vous comment votre mari a été au courant de cette liste mentionnant les noms d'Adjaraï à arrêter? Oui, les gens leur disent ça. Ses amis qui ne sont pas Hadjara, ils le disent. On a vos listes comme ça, tel. Mais ils n'ont pas en possession, on les dit seulement. Vous avez les listes comme ça, on va vous arrêter. Comme ça, ils ont peur, tout le monde est sorti de N'Djamena. Lorsqu'il est sorti de prison, vous êtes retourné vivre en France. Oui. Pendant combien de temps? On a fait 2 ans. Comment? 2 ans. 2 ans. Donc, On est revenu à 86. En 86. Oui. Il était revenu pourquoi? Quelles étaient les raisons de son retour au Tchad? Son raison, c'est le directeur de l'agence de presse américaine qui l'a dit de venir sur place pour constater les faits. C'était comme ça qu'on est revenu. Maintenant, expliquez-nous ce que vous savez de la deuxième arrestation de votre mari. La deuxième arrestation, c'est dû le problème d'Adjara, c'est tout. Comment il a été arrêté? Dis-moi, Non. comment vous l'avez appris? Bon, moi, j'ai appris seulement à la radio, comme je vous ai dit. Comment? J'ai appris à la radio Tchad qu'il était arrêté. Il était arrêté, avant qu'il ne fût arrêté. Vous aviez déclaré qu'il était parti se réfugier à Mongo. N'est-ce pas? Vous confirmez? Oui. Pourquoi? Oui, parce qu'il a peur de rester à N'Djamena. Il n'est pas à l'insécurité. Il se sentait en insécurité. Oui. Il est parti à Mongo. Oui. Mongo qui est distant de N'Djamena de combien de kilomètres, selon vous? 500, non. 500 kilomètres. Et là-bas, à Mongo, il a été arrêté. C'est ça. Suite à quoi? Suite de l'arrestation d'Adjara, toujours on les cherche. Devant le juge belge, vous avez parlé d'une certaine dénonciation.
il a été dénoncé par son cousin. Oui, oui, là où il habitait à Mongo, il était dénoncé. Voilà. C'est comme ça qu'on l'a pris, parce qu'il s'est déguisé, il n'était pas... C'est comme un villageois qui partait. C'est comme ça qu'ils l'ont dénoncé, ils l'ont pris. Qui l'a Mais- dénoncé? Oui. C'est Qui l'a son dénoncé? cousin, oui. Son cousin. Et suite à cela, il a été arrêté. Oui. Et où est le cousin? Il est mort aussi. Il est mort. Quand est-ce qu'il est mort? Je Lors crois- de son arrestation. Peut-être c'est après ce que j'ai appris. Donc, vous dites comment vous avez appris son arrestation, son À deuxième la radio arrestation? Tchad. C'est à la radio Tchad que j'ai appris C'est ça. la radio Tchad qui l'a annoncé. Oui. C'est quel genre de radio? Une radio privée? Une Non, radio- c'est public. radio publique. Oui. D'accord. On n'avait pas encore radio privée. Qu'est-ce que la radio a dit? Vous l'avez appris à la radio. Oui. Vous vous souvenez de ce qu'a dit la radio, du moins le journaliste qui annonçait son arrestation? Oui, il avait dit en disant qu'on avait arrêté Salengaba, qu'il avait tué 2 paysans. Mais c'est faux, il n'a pas d'armes. C'est pour Quelle radio? camoufler. Comment s'appelait la radio? Hein, radio Tchad, Radio nationale tchadienne. du Tchad. D'accord. Toujours dans votre PV du 6 décembre 2013, dans son PV du 6 décembre 2013, Saïd Nangoutoum a expliqué, alors que j'étais proviseur du lycée de Mongo, des événements sont survenus au niveau de l'internat de l'église protestante de Mongo. On a reproché aux responsables de l'église d'avoir hébergé le journaliste Salengaba, le responsable de l'internat, et les élèves ont été enlevés et exécutés par les éléments de la DDS. Pouvez-vous confirmer que votre mari était recherché par la DDS? Oui. Comment? Qu'est-ce qui vous fait... Il est recherché, Qu'est-ce ce que que vous je pouvez vous ai dit, affirmer en disant qu'il appartenait à... Il tenait à Djaré. Donc c'est ça qu'on l'a arrêté pour ça. Et de Mongo, on l'a transféré à N'Djamena par avion. Oui, Vous le confirmez? oui. Qu'est-ce qui vous le fait dire? C'est ce que j'ai appris là-bas de Mongo, ils m'ont dit ça. Comment? J'ai appris seulement de Mongo, ceux qui ont été en présence, on l'a pris, ils m'ont dit qu'il l'a pris en avion pour N'Djamena. Connaissez-vous d'autres cadres éliminés en même temps que Salengaba? Oui, D'autres cadres à Djaraï? comme Jimmy Chere, un cadre de Air Afrique. Djimé Tchéré, de Air Afrique. Et qui d'autre? Ahmed Dadi, directeur de Soudan Sud. Qui d'autre? Issa Godi, c'est son tuteur, il est commissaire. Il est à Moundou comme commissaire, on l'a pris aussi de là-bas. Qui d'autre? Le Haroun Godi. Tout ça. Y a-t-il eu d'autres journalistes comme votre mari arrêtés en ce Non, moment? non, non. En ce moment, il est le seul journaliste à Djaré. Vous a-t-on dit que Mohamed Bidon avait participé à l'arrestation de votre mari? Ça, je ne peux pas savoir. Vous ne pouvez pas savoir. Toujours est-il qu'il est allé se réfugier à Mongo. Il a été arrêté là-bas Oui. et transféré où? Dans quelle prison? Vous dites? Je ne peux pas savoir, moi, la prison qu'on l'a amené. Devant le juge belge, vous avez été plus prolixe, madame. Vous avez dit que c'était au camp des martyrs. Ça, c'est au dernier moment, ça, quand ça, ils ont dit qu'il était au cas de marché, c'est au dernier moment. Je ne l'ai pas vu, comme ils me disent seulement. D'abord, vous avez dit que Salengaba a été arrêté et conduit à la présidence, à la Bézir et au camp des martyrs. Vous souvenez-vous de cette déclaration? Oui, ça, tout ce que j'ai appris, j'ai dit ça. Vous l'avez appris où? Chez les gens, des amis qui me disent. Quels amis? Il y a des murmures partout. Quand on arrête quelqu'un, ils disent ça, moi. Officiellement, c'est ce que je dis. Vous n'avez jamais cherché à aller lui rendre visite? Tu ne au peux camp? pas, tu ne peux pas. Pourquoi? Quand tu cherches, on te prend aussi. Vous aviez peur? J'ai eu peur. J'avais le début de grossesse, je voulais que Dieu me laisse, j'accouche mon enfant en bonne santé, donc je me suis laissée. Qui vous a informé de l'arrestation de votre mari? Moi, je dis que c'est la radio Tchad. Les amis qui en ont parlé ensuite. Ensuite, ils ont parlé qu'ils l'ont arrêté. C'était des Adjaraï, des... Oui, ceux qui sont là-bas. Vous avez parlé ensuite
de l'intervention du directeur d'Amnesty International et de nombreux journalistes en vue d'obtenir sa libération. Oui. Cela est resté sans suite, vous déclarez. Oh, oui, je suis content parce que c'est eux qui annoncent, ils demandent sa libération, tout ça, comme ça, je le confirme. J'écoute à la radio ce qu'ils disent, ça me confirme. Tout ça, vous l'avez entendu à la radio? Oui, c'est la radio RFI qui parle de ça. RFI. Oui. Était-il possible que M. Hissène Habré ne soit pas au courant de son arrestation? Comment c'est pas possible? C'est lui qui ordonne. C'est lui qui ordonne les arrestations? Oui. Qu'est-ce que vous fait dire ça? C'est sûr. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Hein. Il n'y a que lui seul. Expliquez-nous un peu. Oui, mais c'est lui le président qui ordonne. Quelqu'un d'autre ne peut pas prendre quelqu'un, il n'est pas au courant, ce n'est pas possible. Par la suite, il fut adopté par Amnesty International comme prisonnier d'opinion. Tout ça, vous l'avez entendu à la radio? Tout ça, c'est la radio. Personne ne m'a dit. Pensez-vous que M. Hissène Habré pouvait ignorer le sort de Salengaba compte tenu du retentissement international de cette affaire? Il le sait, il n'ignore pas. Nous avons devant les yeux 3 documents qui font partie du dossier. 3 documents d'Amnesty International intitulés « Appel urgent » datés du 31 juillet et du 4 août 1987. Le premier document incite à envoyer une lettre directement au gouvernement tchadien et à plaider pour Salengaba, considérant sa détention et les récentes exécutions extrajudiciaires dans les prisons du Tchad. Ouais. Le deuxième incite au plaidoyer pour la communauté adjaraï incarcérée qui pourrait être exécutée. Nous avons aussi un 3e document d'Amnesty International rapportant la réponse de l'ambassadeur tchadien aux États-Unis à des citoyens américains et qui a été cité par le témoin Mike Dottridge. Selon l'ambassadeur tchadien, Salengaba a été accusé et emprisonné pour possession d'armes à feu et pour meurtre. Son traitement est en respect avec les droits civils des prisonniers de son espèce, c'est-à-dire de sa catégorie. Il n'est pas détenu pour ses origines tribales et pour ses opinions. Il est détenu car il a menacé des vies humaines et la sécurité et l'ordre public légitime. Étiez-vous au courant de ces accusations? Non, madame. Ces accusations, c'est faux. Il n'a jamais porté une arme. Donc, son arme, c'est les plumes, c'est tout, qui est écrit avec. Il n'a jamais cherché à tuer? Il n'a jamais touché une arme. Ça, je vous le jure. Un rapport d'écoute de RFI daté du 20 juin 1989 est numéroté au dossier D2032-04 indique que le ministre de l'Information du Tchad a dit dans une interview à RFI, je le cite, que Salengaba a été tué il y a 2 ans dans la région de Guéra, c'est-à-dire dans le centre du Tchad, par une patrouille militaire alors qu'il faisait partie d'une rébellion armée. Dans la même brève de RFI, il est indiqué que selon Amnesty International, il a été tué il y a 1 an par les forces de sécurité tchadiennes dans une prison de N'Djamena. Cela est d'autant plus bizarre de la part du gouvernement tchadien que nous avons la preuve d'Amnesty International que l'ambassadeur du Tchad aux États-Unis aurait écrit que Salengaba était détenu pour possession d'armes et de meurtre. Est-ce que vous avez noté ces contradictions? Ça, que vous font penser ces contradictions? Non, ça c'est faux. C'est pour camoufler, c'est tout. C'est pas ça. Il n'a pas des armes un jour. Il est sorti, c'est parce que le problème de Hadjaï qu'il est sorti, c'est tout. Il n'a pas pris l'arme. S'il a pris l'arme, il devait partir en rébellion. Il est à Mongo, pourquoi? Est-ce que vous connaissez Christian Millet? Qui? Christian Millet. C'est quoi le directeur de presse? C'est un ancien journaliste de l'AFP. Je ne le connais pas. Il a déclaré à Human Rights Watch que lorsqu'il s'est rendu au Tchad pour tenter de sauver Salengaba, il a rencontré Hissène Habré dans sa villa Senghor, la villa des Hôtes à N'Djamena. Et Habré lui aurait dit d'un air désolé, c'est trop tard, il est mort. Étiez-vous au courant de ces déclarations? C'est maintenant que je suis au courant. Vous n'avez jamais été au courant? Non. De ces déclarations? Maintenant, parlez-nous un peu
de la réaction des gens après l'arrestation de Salengaba, des gens qui ont tenté de le sauver, de le sortir des griffes du régime. Parlez-nous un peu. Ils sont découragés. Ils n'ont pas pu aboutir. Comment? Ils sont découragés, quoi. Découragement total. Ce qu'ils ont demandé, ils n'ont pas pu avoir ça. Ils sont découragés. Je vois, je comprends. Maintenant, en dehors de Salengaba, qu'est-ce que vous savez des circonstances d'arrestation d'autres Adjaraï? En ce moment-là, il y avait une vague d'arrestations. Et comme vous écoutiez la radio, comme vous étiez en contact avec différentes personnes, pouvez-vous nous parler de cela? Je ne peux pas le savoir. Je sais qu'ils sont arrêtés, mais je sais pas. Vous n'avez pas cherché à savoir? Vous aviez peur? Ouais. J'ai eu peur de demander. Pourquoi? Ouais. Vous ne savez pas, l'atmosphère à ce moment, c'était très dur. L'atmosphère en Djamena, à 7 ans, c'était très dur de parler de Hadjara. Où sont où? Lesquels? Parlez-nous de cette atmosphère. C'est de cette atmosphère-là qu'on veut que vous nous parliez. À la maison, il y a des gens qui renseigent, qui sont venus chez toi. Tu pars partout, les gens sont derrière toi. Tout ça, donc, ça y est. Tu ne peux rien dire. C'est que sort à la bouche les gens, quelqu'un, qu'est-ce que tu dis? Et selon vous, qu'est-ce qui justifiait cette vague d'arrestation? Selon vous? Selon moi, c'est le problème de Hadjara, c'est tout. Problème quoi? Problème de ethnie Hadjara. Des Adjaraï. Qu'est-ce que ça veut dire, problème des Adjaraï? Oui, c'est parce qu'ils ont manifesté, ils ont tué leur leader, donc ils étaient mécontents. Est-ce que ces arrestations étaient normales, selon vous? Pas normal. Pourquoi? Oui, on ne peut pas toujours prendre toutes les ethnies en prison. Ce n'est pas possible. Maintenant, une dernière question. Comment avez-vous appris, dans le dossier belge, vous dites que vos déplacements étaient suivis, vous étiez surveillés comme du lait sur le feu. Oui. Comment avez-vous senti Je sais. Comment Quand tu pars quelque part, quelqu'un est derrière toi, c'est la même personne là. Tu pars devant, c'est toujours la même personne qui est derrière toi. Donc vous étiez toujours suivi. C'est ça. Et il y avait même des gens qui... Vous avez déclaré qu'il y avait des personnes qui avaient peur de vous rendre visite. Oui, personne ne vient chez moi. Quand tu viens chez moi, c'est toi. Après, là, j'ai appris qu'ils t'ont pris en prison. Les gens ont peur de venir chez moi, de se rapprocher de moi. Combien d'enfants avez-vous avec le défunt Salengaba? J'avais une fille. Une fille. Une fille. Maintenant, après son arrestation et sa disparition, oui. vous aviez dû éprouver de durs moments de frustration et tout ça. Pouvez-vous nous en parler? Oui, c'était très Les dur. conséquences de son arrestation dans votre vie quotidienne, en quelque sorte. C'était dur pour moi. Allez-y. C'était dur parce que vraiment, je n'avais quoi survivre. Moi, j'étais dans les bancs de l'école. Il n'y a personne qui venait pour m'aider, sauf c'est mon oncle Gali qui vient m'aider, c'est tout. Pour survivre, pour payer le loyer. Il fallait que je vende les livres qu'ils en ont, les appareils photos qu'il en a. C'est ça que je vends pour survivre. Pour survivre. En ce moment, vous ne travaillez, vous n'exerciez aucune activité professionnelle? Non, rien du tout. Vous étiez étudiante? Oui. Maintenant, qu'est-ce que vous exercez comme profession? Pardon, maintenant? Qu'est-ce que vous exercez comme profession? Maintenant, oui, je suis assistante de secrétaire d'État au ministère des Finances maintenant et conseillère de 3e arrondissement municipal. Par deux petites questions. Je termine par deux petites questions, surtout relativement à l'entretien rapporté par Women Rights Watch de Millet avec Habré, lui disant quel était le sort de votre mari. Habré lui a dit c'est trop tard, il est mort. Et quand Millet lui a demandé comment Hissène Habré lui a répondu, de quoi voulez-vous qu'il meure dans une prison au Tchad? Il est mort de mauvais traitements. Est-ce que cela vous paraît vraisemblable? Moi, je ne peux pas savoir comment il est mort. Je ne peux pas savoir. Je n'ai pas vu qu'il est mort où. Bien. La mort de Saleh Gaba, le 12 février 1988, est confirmée par une pièce des archives
Il y a la liste de la DDS qui se trouve à la cote D 276460 en date du 21 décembre 88 qui contient les noms des détenus politiques, agents ennemis décédés courant janvier à décembre 88. Saleh Ngaba est mentionné sous le numéro 62. Comme cause de sa mort, on peut lire la mention suivante: dysenterie amibienne chronique, complications, atteinte hépatique. D'autres témoins ont témoigné qu'il serait mort de mauvais traitements en prison. Donc comment avez-vous appris sa mort? Moi, je vous dis que je ne sais pas comment c'est après que j'ai appris qu'il était mort de dysenterie. Mais ça fait mal quand tu ne manges pas bien. Bien, je vous remercie. Monsieur le Président, on a terminé. Merci, Monsieur le procureur. Madame, maintenant vous allez répondre aux questions que les conseils des parties civiles auront à vous poser. Merci. Bonjour, Madame Senaba. Bonjour. Je voudrais vous demander, Monsieur le procureur général vous a demandé tout à l'heure pourquoi vous pensez que c'est Monsieur Abré qui est à l'origine de la mort de votre mari. Vous avez dit, parce que c'est lui qui donnait les ordres. Je pense qu'on vous a également demandé, est-ce que vous saviez qu'il avait connaissance? Il était au courant de l'arrestation de votre mari. Selon vous, pensez-vous qu'il était au courant de l'arrestation de votre mari? Qui est au courant? Qu'est-ce qui vous fait dire qu'il était au courant de cette arrestation? Je sais qu'il est au courant de l'arrestation. C'est lui qui ordonne à arrêter déjà. Est-ce que vous saviez, en dehors de ce qui a été rappelé avec l'ambassadeur, avec l'entretien que M. Mille a eu avec Abré, saviez-vous que dans le cadre de ces actions urgentes, Amnesty International avait adressé un télégramme à M. Abré pour lui demander d'intercéder pour la libération de votre feu mari et des personnes adjaraï qui avaient été arrêtées? Étiez-vous au courant de ce télégramme adressé directement par Amnesty à M. Hissène Abré? Je ne suis pas au courant, monsieur. Oui, vous n'étiez pas au courant. Non. Tout à l'heure, Monsieur le procureur général a rappelé le document qui a été délivré, ou en tout cas établi par la DDS, pour expliquer la cause, la prétendue cause du décès de votre feu mari. Mais vous savez également que dans une interview datée du 20 juin 1989, le ministre de l'Information du Tchad avait déclaré que Saleh Ngaba a été tué il y a 2 ans dans la région de Guéra, dans le centre du Tchad, par une patrouille militaire alors qu'il faisait partie d'une rébellion armée. Est-ce que vous étiez au courant de cette déclaration du ministre de l'Information? Je ne suis pas au courant, c'est aujourd'hui que j'écoute. Oui, ma question est de savoir, d'après les documents que nous avons dans le dossier, tout laisse croire d'abord que votre feu mari avait été détenu. Nous avons la liste des détenus à Djaraï au niveau de la DDS. Saleh Ngaba figure en 2e position. Nous avons la liste des personnes décédées dans les prisons de la DDS. Votre mari figure à la place 62. L'ambassadeur tchadien aux États-Unis avait déclaré aussi que M. Saleh Ngaba avait été arrêté pour détention d'armes. Donc tout laisse croire qu'il avait été détenu, sans compter les interventions de Amnesty International. Mais malgré cela, les autorités tchadiennes tiennent, en tout cas ont tenu à faire asseoir la thèse selon laquelle il avait été tué dans le cadre de combat. Il avait été tué dans le Guéra. Ma question, selon vous, qu'est-ce qui explique que les autorités tchadiennes de l'époque soient mal à l'aise dans ce dossier et ont tenté de faire asseoir la thèse selon laquelle il a été tué dans le cadre de combat dans le Guéra? Comment expliquez-vous cela? Cette déclaration de ministre, c'est faux. C'est pour camoufler en disant que ça, il est sorti sans arme à main.
C'est un journaliste. Il écrit ce qu'il voit, c'est tout. Mais arrêter avec le président, avec le combat, c'est faux. C'est pour camoufler seulement, c'est tout. Est-ce qu'au moment de revenir au pays, votre journaliste, n'ayant que sa plume, ne s'exprimant que par la plume, par les idées, il décide de quitter Paris dans un contexte où la liberté d'expression n'existait pas au Tchad, où le pluralisme n'existait pas, on n'admettait pas les critiques, on n'admettait pas les expressions divergentes, c'était le monopartisme, c'était la répression, tout azimut. Maître, Oui. ça sont des commentaires. Non, non, je veux venir à ma question. Oui, mais quand même, déjà ce que vous Voilà, dites, d'accord. que Merci. les, comment dirais-je, il n'y a pas de liberté de presse, ça, c'est vous qui le dites. Non, non, on l'a dit ici hier. Oui, mais ce n'est pas, comment D'accord. dirais-je, à vous de le D'accord, rapporter au témoin qui vient pour livrer à la Chambre ce dont elle a connaissance. Voilà, d'accord. Eh oui. D'accord, je vais... Donc ma question est de savoir, dans ce contexte, est-ce que votre mari, en tant qu'épouse confidente, est-ce que votre mari a discuté avec vous sur l'opportunité de revenir au pays et surtout de s'engager dans une bataille d'opinion comme celle qu'elle a menée? Est-ce qu'il y a eu des discussions ou bien, comme vous dites, c'est en qualité d'épouse, vous n'aviez pas d'opinion par rapport à cette décision puisque vous étiez ensemble à Paris? On est revenu, c'est pour travailler comme journaliste toujours, hein, c'est tout. Oui, je veux dire, est-ce qu'il savait les risques qu'il courait en revenant au pays et surtout en s'engageant dans ce combat? Est-ce que vous en avez discuté? Oh, moi, je l'ai demandé pourquoi on revient, il dit non, il faut que je sois sur place pour regarder ce qui se passe. C'est ça qu'il est revenu pour ça. De loin, il ne peut pas savoir à Paris, donc il faut qu'il vienne au Tchad, en N'Djamena, pour savoir ce qui se passe réellement. C'était ça qu'il était venu à N'Djamena. Est-ce que vous étiez surprise par son arrestation? Est-ce que ça vous a surpris ou bien comment avez-vous vécu cela? Oui, il m'a dit un jour, si tu vois qu'on m'a arrêté, ça veut dire qu'on ne va plus se voir. Ici, on va me tuer. Ça, il m'a dit ça. Il dit qu'un jour, si on l'arrête, c'était fini pour lui, quoi. Je n'ai pas bien saisi votre réponse. Vous avez dit? Il dit, hein, c'est un jour, j'écoute qu'on l'arrête, ça veut dire que c'est fini pour lui, quoi. Il ne sera pas libéré. Peut-être qu'il sera mort en prison. Ça, il m'a dit ça avant de partir. Donc, il vous a dit, si on m'arrête, c'est fini, Hissène-Habré va me tuer. Est-ce que c'est en ces termes qu'il vous a... C'est ça qu'il m'a dit. Oui, d'accord. Je vous remercie. Merci. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Madame Ngaba. Je suis Maître Fall, un des avocats de la DCRP. J'ai attentivement écouté votre déposition et à plusieurs reprises, vous avez parlé du problème Adjaraï. Et répondant à une question de Madame le procureur, qui vous a demandé qu'est-ce que vous entendiez par ces vocables, problème Adjaraï, vous avez expliqué que parce que c'est des personnes qui n'étaient pas d'accord simplement avec le régime. Alors, moi, je pose la question de savoir, le Tchad est bien une république, n'est-ce pas, Madame? Je ne vous ai pas compris, hein. Reprenez. J'ai dit, est-ce que le Tchad, c'est bien une république? Oui. Ce n'est ni un royaume, ni c'est une république. Oui. Et dans une république, normalement, il y a des citoyens qui sont d'accord avec le régime et d'autres qui ne le sont pas. C'est ça. Alors, est-ce que vous pensez que le simple fait de ne pas être d'accord avec le régime en place peut constituer un motif valable pour être arrêté, emprisonné et tué dans une république? Oui, c'est un régime de dictature. Voilà, c'est là où je voulais en venir. Donc, pour le fait de prendre des personnes, de les tuer, de les emprisonner et de leur faire subir des exactions, parce que simplement, ils ne sont pas d'accord avec la majorité, constitue vous avez bien dit, oui,
Comment qualifiez-vous personnellement cette façon de faire? Je veux bien entendre ça de votre bouche. Comment vous qualifiez ces actes personnellement? Et à ce moment, il n'y a pas la liberté d'expression, comme vous le dites. C'est un républicain, mais c'est dictature. Tu ne peux pas dire ce que tu ne veux pas, oui. Il faut toujours aller là où c'est qu'il s'est abreuvé que tu dis, mais quand tu t'opposes, c'est déjà, tu deviens un ennemi. Je vous remercie. Oui, merci, monsieur. J'avais quelques questions à poser aux témoins, partie civile. Votre mari était parti se réfugier à Mongo. Combien de temps est-il resté là-bas avant de se faire arrêter? Ça n'a pas duré, je crois. 2-3 mois, c'est tout. 2-3 mois. Et il y a un témoin ici qu'on a entendu peut-être il y a 2 semaines, M. Maki Othman, si je ne m'abuse, qui a dit avoir vu votre mari, en fait, qu'il vivait à Mongo déguisé en paysan. Vous confirmez? Et pourquoi ce déguisement? Oui, sinon ils disent de l'arrêter vite, c'est pour qu'on ne le connaisse pas. Si c'est déguisé, c'est pour être... Et pourquoi n'a-t-il pas cherché à quitter le pays? Il veut lutter avec les autres, il ne veut pas partir. Je vous entends Il pas. ne peut pas laisser ses parents et puis partir, non. C'est pour ça qu'on était revenus de Paris. Il ne peut pas les laisser partir à l'étranger, ce n'est pas possible. En cette période, quel avion tu vas prendre pour aller? Qui vivait à Mongo à cette période? Il avait des parents là-bas? Oui, il a des parents là-bas, c'est chez lui. Donc il avait ses parents, il ne pouvait pas les laisser partir? Oui, mais tu peux voyager comment? C'est difficile, comment on les cherche? Quel avion tu vas prendre pour partir? Vous avez dit qu'il a été arrêté 2 fois, une fois 10 jours et la deuxième fois c'était sa disparition. Est-ce qu'il a été présenté à un juge? A-t-il été jugé? Non, il n'y a pas de jugement. Il vous a parlé des conditions de détention, que c'était dur. Dur comment? Oui. Il dit que c'est trop serré en prison, il y a des pointes partout, tout ça. Est-ce qu'il mangeait assez? Manger là, des petits riz dans le coupe qu'il mangeait, c'est tout. Il mangeait. On ne vous entend pas très bien, je ne sais pas si vous pouvez élever la voix, non. ça vous entendra mieux. D'accord. Il dit que pour manger, c'est un peu difficile. On te donne un petit repas dans un petit gobelet. Il faut manger toute la journée. C'était dur. Vous avez aussi dit, lors de votre déposition, que vous aviez peur d'aller chercher des renseignements sur le sort de votre mari, que vous étiez suivi et que les gens même avaient peur de venir chez vous rendre visite. Oui. Parce que, est-ce à dire que M. Hissène Habré avait installé la peur, la psychose au Tchad, sur la population tchadienne? Tout le monde a peur. Hein. Si c'est ton mari à côté, même ton fils, tu as peur de lui. C'est devenu comme ça. Et vous avez dit qu'il a rencontré, qu'il vous a dit lors de sa première arrestation, votre mari vous a dit avoir rencontré votre oncle. Oui. Qui était très faible, Oui, dans des conditions très difficiles. Qu'est-il devenu, cet oncle-là? Il est mort en prison, il n'est pas sorti. Il est mort en prison. Son cousin aussi qui l'a livré, donc qu'il a dénoncé, vous avez dit que par la suite qu'il a été arrêté. Il est tué sur place. Et mort en prison? Non. On l'a tué sur place, paraît-il. On l'a tué où? Sur place à Mongo. Après l'avoir dénoncé, après l'avoir livré? Oui. Je vous remercie. J'ai plus de questions. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Madame Bassou. Bonjour. J'ai quelques questions de précision à vous poser. Je sais que la mort de votre mari a eu un retentissement mondial. Il a été adopté comme prisonnier d'opinion par Amnesty International. Et quand vous étiez parti à Paris, après sa première arrestation, vous vous êtes exilé en France et il a pris la courageuse décision de revenir au Tchad et il s'est engagé à lutter contre la dictature, ce qui lui a coûté une deuxième arrestation en 1987. Oui. Vous confirmez-vous qu'il a été membre fondateur du Mozanat? Oui, madame.
Il a donc été membre fondateur de Mozanat, surtout l'aile politique. Vous confirmez également qu'il a été arrêté à Mongo et ramené à N'Djamena où il a été tué. Oui, son arrestation, j'ai écouté la radio qu'ils l'ont amené à N'Djamena. Donc il ne fait aucun doute qu'il soit tué sur un champ de bataille quelconque. Ça, c'est faux. Vous avez donc eu, comme toutes les nombreuses veuves du régime de Hissène Habré, eu à passer des moments les plus durs de votre vie. Oui. Pouvez-vous nous dire un peu quelle a été la partie la plus dure pour vous et qu'est-ce que vous attendez de ce procès? Oui, merci, madame. C'était très dur quand j'ai appris l'arrestation. J'étais seule écolière dans le banc de l'école. Je croyais comment faire. Il fallait que je vende. On a seulement que le livre, comme des choses. On n'a pas autre chose. Les appareils photos de mon mari. C'est ça que je survis. Je remercie aussi ce Galingoté, mon oncle. De temps en temps, il payait le loyer de ma maison. Il m'a fait déplacer là où j'étais avant pour m'amener ailleurs. Donc, c'était dur pour moi. Il fallait que je laisse mon école pour aller travailler à Novotel. Merci. Vous avez dit que M. Galingoté vous a aidé. Est-ce que c'est parce qu'il vous a aidé qu'il a été lui aussi arrêté? Oui, parce qu'avant ça, on était tous les temps ensemble à la maison. Ils venaient chez nous. Ils sont des amis avec Salingaba. Merci, Monsieur le Président. J'ai seulement une seule question à poser à Madame Salingaba. Vous avez eu à souligner une phrase là, comme quoi votre mari, avant d'être arrêté, a dit « Il faudrait que les têtes tombent pour qu'il y ait la liberté ». Alors, je voulais que vous reveniez un peu sur cette phrase-là. Ça veut dire quoi? Moi, j'avais eu peur. Quand on était à Paris, il écrivait dans les journaux pour dénoncer ce qui se passe dans l'arrestation. Moi, j'ai dit, toi, là, si on vient à N'Djamena, on risque de te prendre en prison. Il dit, non, il faut que les têtes tombent pour que les gens aient la liberté. Si on reste toujours comme ça, rien ne va changer. C'est ce qu'elle m'a dit, je le confirme. Donc, en un mot, c'est comme M. Salingaba s'était sacrifié pratiquement pour Oui, les autres. C'est ça. C'était un martyr. Il s'en fout, oui. Il s'en fout. L'autre question, c'est relativement à votre situation après Salingaba. Vous avez dit que vous étiez obligé de vendre sa bibliothèque. Oui. Donc, vous n'avez pas autre chose que la bibliothèque, ou bien vous avez des concessions, vous avez d'autres richesses en dehors de la bibliothèque? On lui est seulement en ce moment, on n'a pas de concession. Je n'ai pas compris. Non, on n'a pas de construction. Je lui ai seulement. Donc, votre seule richesse, c'était la bibliothèque? C'est tout, avec les appareils photos, c'est ça, les ordinateurs. C'était ça. Le journaliste n'a pas d'argent. OK. Le journaliste n'a pas d'argent. Alors, si j'ai bien compris, vous avez dit que votre mari était aussi partie prenante à des réunions. Et dans ces réunions, qu'est-ce qui se disait? Est-ce que vous êtes au courant de ce qui se disait dans ces réunions? Non. Ça, c'est entre eux, donc ils ne m'ont pas dit ça. OK. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire, vous avez déjà répondu à la question, je crois, mais vous dites, est-ce que vous pouvez nous dire que M. Salingaba n'avait jamais eu l'intention d'aller en rébellion quelconque? Il n'en a pas ça. OK, merci. Les parties civiles ont terminé.
Bien. Monsieur de la Défense, maître, vous avez la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président, messieurs de la Cour. Bonjour, Madame Gaba. Bonjour. J'ai écouté votre déposition devant la Chambre, bien sûr, tantôt, et vous avez commencé votre propos en déclarant que votre mari était journaliste sportif, c'est bien ça? Oui, chronique et sportif, ça c'est le premier travail qu'elle a commencé. D'accord. J'ai cru comprendre qu'il était plus intéressé par les questions politiques que par les questions sportives. Oui. C'est votre avis? Oui. Alors pourquoi avez-vous déclaré d'emblée qu'il était journaliste sportif? Est-ce pour vous une façon de le couvrir, entre guillemets? Pardon? Est-ce pour vous, en annonçant d'emblée à la Chambre qu'il était journaliste sportif, est-ce pour vous une façon de le couvrir, de le protéger? Non, je ne le couvre pas, c'est ce qu'il fait. Je ne le couvre pas. Mais il écrivait plutôt des articles relatifs à la politique, non? Oui, mais les journalistes sont toujours à côté des hommes politiques. Hein. Sans eux, qu'est-ce que les politiciens vont devenir? Oui, je n'en disconviens pas. Ouais. Mais il écrivait essentiellement des articles politiques. Ce n'était pas un journaliste sportif. Non, 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 ce n'est pas un journaliste, ce n'est pas seulement la politique, il y a autre chose que ça. Vous avez dit que quand il avait été à Mango, n'est-ce pas? Oui. C'est parce qu'il ne se sentait plus en sécurité à N'Djamena, c'est bien ça? Oui. Qu'est-ce qui vous fait penser qu'il était plus en sécurité à Mango qu'à N'Djamena? Je pensais que c'est chez lui. C'est chez lui? Oui. N'Djamena, c'est pas chez lui? Oui, N'Djamena, c'est un capital de tout le monde. Là-bas, c'est ses parents. Donc, il est sûr de lui, quoi, que personne ne va le dénoncer. D'accord. Donc, si j'ai bien compris, N'Djamena, c'est la capitale de tout le monde. Qu'est-ce que vous entendez par tout le monde? De tous les Tchadiens ou du monde entier? Tous les Tchadiens. De tous les Tchadiens, quelle que soit leur appartenance ethnique, c'est ça? C'est ça. C'est bien ça? Oui, monsieur. On se comprend bien. Oui. D'accord. Donc, Mongo étant son terroir de naissance, oui. sa région natale, oui. sa contrée natale, d'après vous, c'est pour cette raison qu'il aurait été dans cette ville-là, pour se sentir plus en sécurité. C'est ça. Alors, à votre avis, pourquoi se déguisait-il à Mongo? C'est pour sa liberté aussi, pour qu'on ne le voie pas. C'est-à-dire qu'à Mongo même également, il se cache également même à Mongo. Pourquoi pas? À votre avis, pourquoi il se déguisait? Il y a des autorités qui sont à Mongo aussi. Donc même à Mongo, il n'était pas en sécurité. C'est bien ça? Oui. Et pour preuve de votre réponse affirmative, il aurait été, moi j'emploie le subjonctif, il aurait été accusé, ou en tout cas dénoncé, plus précisément, par un de ses cousins. Oui. C'est ça? C'est ça la vie, oui. C'est ça la vie, c'est ça. D'après vous, donc, on est souvent trahi par ses proches, oui. C'est ça? C'est ça. La trahison vient toujours des proches. Exactement. D'accord. Votre mari était-il membre du Mossanat? Oui. D'accord. Le Mossanat avait-il une branche armée? Oui, à cette période, il n'y avait pas encore de branche armée. Hein. D'accord. D'accord. Donc le Mossanat a une branche armée. Vous avez déclaré que il arrivait souvent que votre mari tienne des réunions secrètes avec les membres du Mossanat. Pourquoi secrète? Mais ils ne vont pas rester publiquement pour faire la réunion quand même. Pardon? Ils ne peuvent pas rester en public faire la réunion, c'est dans une maison qu'ils font.
J'ai pas compris, madame. J'ai dit à la Gabaye. réunion, on fait toujours dans une salle. On ne peut pas faire de débat publiquement à la réunion. Oui, vous avez parlé de réunions secrètes. Vous n'avez pas dit réunion tout court. Vous avez qualifié ces réunions de secrètes. Pourquoi secrètes, à votre avis? Selon vous? Je ne sais pas. Vous ne savez pas? Oui. En fait, vous savez quand vous avez envie de savoir et vous ne savez pas quand vous n'avez pas envie. C'est un peu ça? Maître, je vous en prie. Je crois que jusqu'à présent, le débat est assez serein, mais si vous commencez à introduire de tels commentaires, je ne serai pas et je ne saurais pas comment cela peut effectivement se passer. Je préfère qu'on garde toujours cette sérénité des débats que j'ai toujours requis. Donc, évitez de tels commentaires. J'en prends bonne note, Monsieur le Président, et je retire ce petit commentaire de 2 lignes. Vous avez déclaré avec force et conviction, sur interpellation de Monsieur le procureur, de l'accusation et de certains conseils des parties civiles, vous avez déclaré avec force et vigueur que c'était Monsieur le Président Hissène Habré qui donnait les ordres, parce que c'était lui qui ordonnait. Oui, monsieur. Qu'est-ce qui vous fait penser ça? C'est lui le président. C'est lui qui ordonne. C'est lui le président de la République et c'est le seul à ordonner dans l'organisation. Il allait partout dessus. Laissez-moi terminer, madame. Dans l'organisation administrative de la République tchadienne. Oui, monsieur. C'est lui seul qui est habilité à ordonner. Oui. D'accord. Ne pensez-vous pas, par exemple, que le directeur de la DDS ou un chef de service de la DDS ou un membre des renseignements généraux de la DDS ait pu, de sa propre initiative, procéder à l'arrestation de votre époux à Mongo? Tout ce qu'il faut, il faut que le président soit au courant. Il ne peut pas faire seul, il ne prend pas la décision, c'est le directeur même de DDS. Il faut qu'il dise au président d'abord, il ordonne. Donc il faut qu'il demande d'abord au président, selon vous, l'autorisation de procéder à l'arrestation d'une personne, quelle qu'elle soit. Oui. Pensez-vous que matériellement cela soit possible? Oui. C'est-à-dire que dans un contexte particulier comme celui, comme vous l'appelez, les Adjaraï, à chaque fois qu'il faille procéder à l'arrestation d'un membre ou d'une personne appartenant à l'ethnie Adjaraï, il faut obligatoirement que l'autorité qui veut procéder à cette arrestation en réfère d'abord au chef de l'État qui en donne l'ordre. Oui, monsieur. C'est ça? Oui. D'accord, je prends acte de votre réponse. D'accord. Je prends acte de votre réponse. Vous avez parlé de feu Monsieur Miskin dans la Cote D899 à l'occasion de votre déposition. Vous avez dit ceci: en ce temps, juste après avoir rappelé que votre époux avait été arrêté le 14 juillet 1987, à la question numéro 3 qui vous est posée, quels ont été les motifs de son arrestation, donc l'arrestation de M. Gaba, bien sûr, et de sa disparition? Êtes-vous en mesure d'identifier le ou les auteurs des faits? Et vous répondez: en ce temps, Idriss Miskin avait été tué. En quelle année il a été tué, M. Miskin? 1983. D'accord. Et nous étions déjà en 87, lorsque votre mari a été arrêté. Oui. Et nous étions en 2013 lorsque vous déposiez. Et vous dites cette tuerie avait mécontenté les Adjaraï. Oui. Vous voulez dire cette mort, la mort de M. Miskin? Oui. D'accord.
Parce qu'une tuerie, vous savez ce que c'est une tuerie, je suppose. Oui. Une tuerie, c'est un peu comme un carnage. Et vous dites qu'il tenait des réunions clandestines afin de se rebeller. Madame Gaba. Oui. Votre époux, lorsqu'il s'est retiré dans le maquis pour soutenir la rébellion armée, vous avait-il informé de son initiative? Non. Vous avez déclaré que vous ne pouviez pas Maître. identifier les auteurs. Maître, le témoin a déclaré que son mari s'est retiré dans le maquis. Je pose la question à Madame Gaba de savoir si son mari lui aurait éventuellement parlé de l'initiative de rejoindre le maquis. Non, monsieur. Pardon, madame. J'ai pris Pardon, note de madame. sa réponse. C'est ça. Pardon, madame. Maître, c'est que vous d'abord opposez ce préalable, à savoir, est-ce que elle est au courant que son mari s'est retiré dans le maquis d'abord, avant de dire que son mari s'est retiré dans le maquis, est-ce qu'elle est informée? Ça, non. La forme de la question n'est pas du tout acceptable par la Chambre. Très bien, Monsieur le Président. Je retire donc la question telle qu'elle est formulée. Vous déclarez que le but recherché par les auteurs, que vous ne connaissez pas par ailleurs, c'est d'éliminer les cadres Adjaraï. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Qu'est-ce qui suscite en vous cette déclaration, cette affirmation, cette allégation, cette assertion? Oui, mais en cette période, on arrête seulement qu'il Hadjara, donc on peut penser à ça. Quand ils partent, ils reviennent, ils ne sortent pas de prison. Non, Et ça. pourtant, savez-vous que à cette époque, tous les cadres Adjaraï n'ont pas été exécutés? On ne peut pas exécuter tout le monde. Ceux qui sont sortis sortent, ceux qui sont là, on les prend. Pardon, madame, je n'ai pas entendu votre réponse. Je dis, il y a ceux qui ont été exécutés qui sont là aussi. Ceux qui sont vivants, ils sont là. Oui. Donc, selon vous, tous les cadres Adjaraï n'ont pas été exécutés? Ça ne reste pas beaucoup. Hein. D'accord. Est-ce que vous saviez si M. Habré s'entourait dans son gouvernement, dans la haute administration, de certaines personnes, certains cadres qui appartiennent à l'ethnie Adjaraï? Ou bien est-ce que ces derniers en étaient exclus totalement? Ça, c'est après l'arrestation, mais c'est avant que vous posez la question. D'accord. Et selon vous, qu'est-ce qui a provoqué cette, comme vous dites, hein, selon vos propos à vous, cette répression dirigée contre les Adjaraï? Qu'est-ce qui l'aurait motivé? Aujourd'hui, ce problème d'Idriss Miskin. Oui. Il était deuxième homme du gouvernement. Ici, il était premier, lui, il était deuxième homme. Donc, quand on l'a tué, donc, ils n'ont D'accord. Ils ont décidé qu'est-ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qui vous fait dire que C'est assassiné, c'est que j'ai appris. J'étais à la place mortuaire aussi. Pardon? J'étais à la place mortuaire aussi de Miskin. Il était assassiné, empoisonné, paraît-il.
J'avoue que je ne vous entends pas, madame. Pourtant, je suis à côté de vous et je fais l'effort. J'ai dit, hein, j'étais même à la place mortuaire d'Idriss Miskin. Oui. Donc, il était assassiné selon les Adjaraï. Ah, d'accord. Donc, c'est parce que vous avez été présente aux funérailles, c'est ça? Oui. Et vous avez entendu les Adjaraï parler et dire que c'est le président Habré qui avait tué M. Miskin. C'est ça. Et donc, vous soutenez également qu'il a été tué, oui. Assassiné. Oui. Vous avez les preuves de ce que vous avancez? Si je vous demandais, par exemple, quelles preuves avez-vous ou quel commencement de preuves avez-vous? En tout cas, c'est ce que j'ai écouté. C'est ce que vous avez entendu? Oui. D'accord. Alors, pour vous, si vous... Pardon? Idriss Miskin était assassiné, non? Je ne sais pas s'il a été assassiné, moi, madame. Moi, je vous dirais non, je ne sais pas. Je sais qu'il est mort. Ça, c'est une certitude. Mais qu'il a été assassiné, je n'irai pas et je ne m'aventurerai pas jusque-là. Bon, ça peut se comprendre, je ne suis peut-être pas Adjaraï. Monsieur Gali Ngoté est actuellement parlementaire au Tchad? Oui. D'accord. Il est vivant pourtant. C'est un cadre Adjaraï, non? Qui? Ngoté. Gali? Vous parlez de qui? De Gali? Oui. Il n'est pas Adjaraï. Il est quoi? Sarakaba. Il est? Du sud. Sarakaba, il est Sarakaba. Du sud. D'accord. Vous avez parlé à un moment d'une personne, à la fin de votre déposition, un directeur de presse américain à Paris, oui. Qui était venu pour s'enquérir de la situation. Oui. Le premier jour, il m'a vu. Oui. Il est reparti. Le lendemain, il est revenu 2 semaines après, on l'a expulsé. Je ne l'ai pas vu de l'aéroport qu'on l'a expulsé. D'accord. Et il venait vous voir pourquoi? Par compassion, par courtoisie, ou bien pour discuter avec vous de certaines questions? Il est venu me voir quand même, c'est son agent qui l'était arrêté. Il est venu me soulager, il m'a donné un peu d'argent pour suivre avec mon enfant. D'accord. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Madame Gaba. Merci. Merci, Maître. Autre intervenant? Bonjour, madame. Bonjour, madame. Bonjour. Madame, donc, Bassou Zenaba. Oui. Vous êtes donc aujourd'hui conseillère municipale. Oui. Au 3e arrondissement. Oui. Si ce n'est pas indiscret, est-ce qu'on peut savoir c'est sous quelle bannière politique? Pardon? C'est sous quelle bannière politique? C'est juste une question. Sous quelle couleur politique? De quel parti? De quel mouvement? De quelle association? Société civile? Vous avez dit comment? Je dis, c'est sous quelle couleur politique? D'un parti politique, d'une association, etc. Vous êtes conseillère municipale. Ça aussi, vous voulez savoir? On est là, c'est pour le problème de mon défunt Salé. C'est pas pour moi. Je peux entendre.
Je suis conseillère, Madame, sous-conseillère. est-ce que ça, la question vous gêne? Vous pouvez donner une réponse? Est-ce que vous avez été élu au niveau donc, de la municipalité en tant que conseillère? Pardon? Il vous demande, Oui. vous avez été élu comme conseillère municipale. Oui. Il aimerait bien savoir si vous avez été élu au titre d'un parti politique ou éventuellement d'une association ou Non. d'un autre mouvement. Parti politique. Bien, c'est pour cela qu'il aimerait savoir c'est quel parti Ouais. politique vous a présenté et vous avez été élu au titre de ce parti. Oui. C'est quel parti? MPS. MPS. Donc, c'était tout. C'est un parti politique légalement constitué. Il n'y a aucun problème. Madame, je voulais maintenant revenir à la première arrestation de votre mari, de feu votre mari. Il avait fait, vous dites, 10 jours. Oui. À sa sortie, quelles sont les fonctions qu'il a eu à occuper en tant que journaliste? Les différents organes de presse, les diverses activités, en fait. Il travaille à l'ATP. Madame, parlez un peu dans le micro pour que tout le monde puisse vous entendre aisément. J'ai dit qu'il travaille à l'agence de presse tchadienne. Le desk, c'était le desk politique, c'était le desk société. Non, c'est le gouvernement, la presse là. Pour le compte donc du gouvernement. Oui. Alors, madame, vous avez dit tantôt dans votre déclaration, parlant de votre mari et de la communauté Adjaraï, que M. Dismiskin était leur leader. Oui. Qu'ils avaient perdu espoir par la suite après sa mort. Alors, moi, c'est ce que je voudrais comprendre. Vous êtes dans une république, comme disait mon confrère, vous êtes dans un État. Votre mari est au service d'un gouvernement qui a un président de la République. Mais vous dites que pour les Adjaraï et les cadres, ils avaient un autre leader. Ça me pose problème. Bon, vous êtes conseillère municipale, vous avez été moins étudiante, donc, universitaire. Expliquez-nous un peu comment on peut être membre d'un gouvernement et dans le cadre de ce gouvernement, avoir son leader. Idriss Miskri était responsable, le premier responsable du Guéra, que tout le monde le soutenait. C'est ça que j'appelle le leader de Guéra. Oui, expliquez un peu. On veut expliquer nous un peu. On veut savoir un peu. Nous, on n'était pas au Tchad. Qu'est-ce qui peut expliquer cette allégeance à une personne alors qu'on dit qu'on est membre ou en tout cas collaborateur dans une agence de presse gouvernementale d'un État? Est-ce qu'il n'y a pas une incompatibilité selon vous? En tout cas, c'est ce que j'ai dit, hein, je ne vois pas de chose. Madame, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre séjour européen? Votre mari a fait près de 2 ans en Europe, après sa première prison. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu? Vous étiez avec lui? Oui, il est parti pour préparer son maîtrise en journalisme. Il était inscrit à l'école, à l'université. Vous n'étiez pas avec lui? Pardon? Vous n'étiez pas avec lui? J'étais avec lui. Voilà, c'est pourquoi je vous demande de nous parler un peu de votre exil européen. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Attendez, madame, la question, ne nous énervons pas, madame. Je veux juste savoir. Je veux que vous nous décriviez un peu votre vie en Europe. C'est important quand même. Qu'est-ce que vous avez fait? Où est-ce que vous avez habité? Quelles étaient les activités de votre mari? A-t-il animé des conférences de presse? Était-il membre de réseau? Recevez-vous des gens chez vous? Étiez-vous reçu dans d'autres
ambassades, dans d'autres fêtes. Parlez-nous un peu, on veut savoir, nous. Non, il est parti en tant qu'étudiant au niveau de Paris pour étudier son maîtrise. Il était un étudiant. Quand il est parti en France en tant qu'étudiant. Mais de temps en temps, il écrit le journal au niveau d'Afrique-Asie. De temps en temps, il écrivait quand même pour avoir un peu de sous parce qu'il n'avait pas de bourse. Il ne bénéficie pas de bourse, de soutien? Non, il n'avait pas de bourse. Et dans les articles à Afrique-Asie? On les payait. De temps en temps, l'agence de presse américaine le payait aussi quand il travaillait pour lui. L'agence de presse américaine? Oui. Et quelle était la nature des articles? Des articles incendiaires contre le régime? C'était des articles... C'est sur scène après ce qui se passe au Tchad. Il a envoyé. La teneur, oui, la teneur des articles. La teneur, c'est ça, ce qui se passe au niveau de N'Djamena, l'arrestation, tout ça, tout ça. Alors, et subitement, relativement, vous viviez bien. Subitement, il a décidé donc de revenir. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu les circonstances de votre arrivée, de votre retour à N'Djamena et par la suite de son départ vers l'intérieur à Mongo? Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu ça? J'ai déjà dit qu'il est revenu pour rester sur le terrain et travailler, quoi, pour voir ce qui se passe au niveau de N'Djamena, pour envoyer ses correspondants. Donc vous êtes arrivés ensemble. Qu'est-ce que vous avez fait à N'Djamena les premiers jours? Expliquez-nous un peu. Nous, c'est pour juste... À N'Djamena, c'est chez lui, il est venu. Il est venu, donc il voyait ce qui se passait sur le terrain. Il écrivait, il envoyait ses correspondants. C'est tout. C'est tout. Et il travaillait aussi. Alors, parlez-nous un peu de M. Dadié. Vous connaissez M. Dadié? M. Ahmed Dadié. Vous le connaissez? Je ne le connais pas, effectivement, je le sais. On n'a pas de relation avec lui. Vous n'avez pas de relation avec lui? Je sais, c'est un de mon beau-frère, c'est tout, mais je ne sais pas ce qui se passe. Parce que nous avons entendu ici à la barre le fils de M. Ahmed Dadié, qui nous a dit, je pense que c'est bien lui, que M. Salengaba assurait à la limite l'intérim dans la gestion des affaires familiales de son père. C'est que son père était toujours à l'étranger et l'intérim était toujours assuré par feu votre mari. C'est pourquoi je vous pose la question, est-ce que c'est des rapports de parenté? Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la nature de leurs relations? Ils sont de famille, c'est tout. Je ne connais pas ce qu'ils font à la maison. Ils sont de famille. Madame, dégagez vos poumons et parlez dans le micro. Famille. Donc, s'il y a un problème au niveau de la famille, il faut assister. Peut-être c'est ça qu'ils partent de temps en temps assister la famille. Assister, oui, c'est-à-dire, je voudrais bien savoir, assister, c'est quoi? Financement. Financement. Pour dire bonjour à la famille. Madame, vous dites que votre mari n'a jamais touché une arme. Oui. Qu'est-ce qui vous le fait dire? Je peux jurer ça. Je n'ai jamais vu un arme dans sa main. Jamais. Il n'a jamais touché une arme de sa vie? Même pas. Ça, il le déteste. Son arme, là, c'est les plumes. Sa plume, là, c'est ça, son arme. Même s'il a su toucher une âme sensible au cœur. Mais madame, je vous posais la même question. Oui. Vous dites que vous êtes sûr que votre mari
n'a jamais touché d'arme. Vous ne pouvez pas le prouver, mais vous dites qu'il n'a jamais touché une arme. Il n'a jamais touché ça, je le jure. Alors, maintenant vous dites que tous les ordres, principalement l'ordre d'arrestation de votre mari, émanaient de M. Hissène Habré. Qu'est-ce qui vous le dit? Qu'est-ce qui vous le fait dire? Qu'est-ce qui vous l'a dit? Pardon? Qu'est-ce qui vous fait dire cela? Répétez, s'il vous plaît. Peut-être. Répétez la question, je n'ai pas suivi. Je dis, vous dites que l'ordre d'arrestation et d'exécution de votre mari proviendrait de M. Hissène Habré. Vous l'affirmez. Je dis, qu'est-ce qui vous le fait dire? Je ne comprends pas. Madame, cette question, je pense que vous a été posée déjà. S'il vous plaît. Qu'est-ce qui vous fait dire que l'ordre d'arrestation et de supposée exécution de torture de votre mari aurait été donné par M. Hissène Habré? Les tortures, je ne peux pas savoir ce qui se passe en prison. Très bien, là vous êtes objectif. Et pour l'arrestation et pour la supposée exécution, qu'est-ce que vous en savez? Je ne peux pas savoir, monsieur. Merci donc, Monsieur le Président. J'en ai terminé avec les questions. À Madame. Bien. Aucune question? D'accord, merci. Bien, Madame... vous êtes au terme de votre déposition. Oui. La Chambre vous remercie d'avoir comparé et d'avoir fourni des éléments pour contribuer à la manifestation de la vérité. Dès à présent, vous êtes libre, vous pouvez retourner au Tchad. Vous pouvez vous retirer. Merci. Maître, vous pouvez faire venir le témoin service Brahim. Brahim. Bonjour, monsieur le témoin. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous approcher plus près du micro? Il n'y a pas d'autre? C'est pas lui qui est assis là-bas? Oh, oui, oui. Ok. Demandez-lui de s'approcher plus près du micro.
et de bien vouloir parler également dans les micros. Oui, mais en attendant, il peut lui dire de parler dans le micro. Il faudrait lui traduire ça également. Ok. Bien, est-ce qu'il peut d'ores et déjà décliner son identité, à savoir nom, prénom? Bon, ismi service Brahim Shekai. Je m'appelle Service Brahim Shekai. Je suis né le 17 septembre 1964 à Banara, département de Bitkin. Fils d'Ibrahim Shekai. Et de Koumane Madbania. Quel est son domicile présentement? Je suis domicilié à N'Djamena. Bien. Il comparaît comme témoin victime. Je suis partie civile. Bien. Pour ce faire, donc, on ne va pas recueillir son serment, mais on va lui demander de dire à la Chambre ce dont la connaissance et qu'il voudrait donc dire à la Chambre. Le motif de ma présence ici, au début, moi j'étais un militaire. Police militaire, C'était, entre-temps, on appelait police militaire et après, il y a eu une autre appellation, on appelait gendarmerie. Ce jour-là, bon, quand j'avais fini le travail, vers les 15 heures, bon, commandant de brigade Ali Tassem, Abdoulaye Djarma. Après avoir mis quelques 15 minutes de repos à la maison, le commandant de brigade m'a envoyé quelqu'un du nom Ali Djarma. Abdoulaye Djarma. Abdoulaye Djarma. Bon, Abdoulaye Djarma, moi, je suis le service à le commandant de brigade qui est dans bureau. Abdoulaye Djarma était venu me retrouver et il m'a fait savoir que le commandant avait besoin de moi. Et je lui ai suivi. Arrivé au niveau de la brigade, j'ai trouvé le commandant avec tous ses éléments. Bon, commandant de brigade, Bon, à mon arrivée, le commandant de brigade m'a conduit directement dans son bureau. Bon, le commandant de brigade, dans le bureau, il m'avait interrogé, il m'avait demandé qu'est-ce que tu avais fait. Je lui ai dit je n'avais rien fait et je n'en sais rien. Il m'avait signifié qu'il a reçu un ordre pour qu'il m'arrête. Bon, commandant compagnie Moussa. Bon, j'ai mis là 6 jours. Au 7e jour, le commandant de la compagnie du nom Moussa, il a demandé au commandant de brigade pour que il a demandé au commandant de brigade de me conduire chez lui. Entre-temps, j'ai été menotté et j'ai été accompagné par des militaires. Une fois devant le commandant de la compagnie Moussa, bon, Moussa, commandant de compagnie Salani. Le commandant de compagnie m'avait demandé, il dit, est-ce que c'est bien toi, service c'est bien toi? Je lui ai dit oui, effectivement c'est bien moi.
قال له شغل الحاصل ده تعرفه ولا ما تعرفه؟ Il dit, est-ce que tu connais ce qui se passe ou non? أنا قلت له أنا ما نعرف شيء. Je lui dis, non, je ne sais rien. هو قال لي قال إنتو أنا شغل واي سميت ده إنتو نظمتوا ودورت مرقو تمشي ثورة. Bon, si tu ne sais rien, moi j'ai appris que vous êtes en train de vous organiser pour aller en rébellion. أنا قلت لا البمشي كله بمشي ما نعرف أنا بنفسي ده رجلنا خطوة كل من قامة ده ما نمرق. Je lui ai dit oui, bon, je lui ai dit non, peut-être il y en a qui font ça, mais moi personnellement, je n'ai pas cette idée-là en tête. Il m'a dit, hey, dis ta vérité. Je lui ai dit, c'est ça ma vérité. Il m'a dit, non, tu n'as pas encore dit la vérité. Bon, tu diras la vérité par la suite. À 3 reprises, il m'interrogeait et je répondais de la même manière. Comme ça, il a donné son ordre aux éléments pour qu'il m'amène en prison. Pendant tout ça, là, je suis toujours menotté. On m'a remis dans la prison. J'ai trouvé devant moi 4 autres détenus. Avec moi, nous étions 5. Après moi, ils ont amené une femme. Nous étions au nombre de 6 comme ça. Après ça, on m'a encore appelé. C'était le même interrogatoire et c'était la même réponse. On m'a encore ramené dans la prison. J'ai mis encore 17 jours en prison. Une nuit, vers minuit, il y avait un Toyota qu'on appelait chez nous Kirdimayer Cup. Ils ont amené la Toyota. Nous, les 5 hommes, ils nous ont extraits de la prison. Bon, les 4 autres, dès étaient minotés ensemble, on a mis 2 personnes ensemble, 2 personnes ensemble, et moi, comme nous sommes que 5, moi j'étais seul. On ne savait pas ce qui se passe. Ils nous ont mis dans le Toyota. Ils ont pris la route de Bokoro. Pour nous, on pensait qu'on va aller à Bokoro. Arrivé à un endroit, il y avait une petite montagne entre Gama et Bokoro, sous une montagne. Ils nous ont attaché la vue, c'est-à-dire les yeux. Donc là, on ne sait pas l'endroit là, on n'a pas une idée sur l'endroit. Alors qu'ils nous ont amenés sous la montagne, au pied de la montagne. Ils nous ont fait descendre. Ils nous ont alignés. Le commandant Moussa nous avait dit, regardez, est-ce que vous connaissez là où nous sommes? Est-ce que vous connaissez cet endroit-là? Donc ici, vous allez, si vous le connaissez, tant mieux, sinon vous allez le connaître. On a dit, nous, on n'a rien fait, on ne sait rien. Tout c'est toi, tu fais ce que tu veux. Il dit, moi, ma mission, c'est de chercher la vérité. Si quelqu'un parmi vous avoue ou donne des aveux, je vais le faire, je vais le ramener. Personne n'a ouvert la bouche.
Ils se sont entretenus avec le commandant de brigade, mais on ne sait pas de quoi s'agit-il. Après un temps, il a fait appel à ces éléments. Il a donné un ordre à un des éléments. Il nous a encore, il est retourné vers nous, il nous a dit, quand on vous amène ici, c'est pour dire la vérité. Sinon, vous allez voir. Si vous ne dites pas la vérité, maintenant, c'est le moment de prononcer votre confession de foi. Nous lui avons dit, bon, Dieu est grand. Nous avons prononcé la profession de foi. Donc, tout à coup, il a donné un ordre à un des éléments pour lui. Il dit, il faut tirer sur eux. Le monsieur a tiré sur nous. Quand il avait tiré, bon, tout le monde est tombé. Moi, je sais que j'ai été épargné. La balle ne m'a pas atteinte, mais oui, bon, j'ai trouvé, la balle m'a atteint au niveau du pied, mais j'ai fait semblant, j'étais parmi les morts, j'étais tombé avec les autres. Après un instant, il y avait un véhicule qui a quitté Bokoro en allant vers Gama. Comme ils avaient vu le véhicule venant vers nous, ils ont changé de direction. Bon, et en repartant, ils nous ont détachés. Ils étaient répartis. Moi, je suis resté ici un temps. Après, je me suis levé. Je disais que peut-être je suis sain. En voulant me lever, j'étais tombé. Après un temps, de là, je me suis débrouillé petit à petit. J'ai quitté ces lieux. C'était vers 13h. C'était à 1h du matin. Vers le 4h du matin, j'ai atteint un village. Bon, comme c'était la nuit, j'ai trouvé des bergers. Vers les 4 du matin, j'ai trouvé des bergers. Entre-temps, j'étais sous un arbre. J'ai appelé le berger. Il était venu me voir. Comme il m'a vu, je suis dans le sang. Je lui ai demandé où se trouve votre village. Il m'a dit, bon, notre village n'est pas loin, c'est tout près ici. Le nom du village est Abraï. Il m'a conduit, c'est leur chef de village. Et le chef de village, dès qu'il m'a vu, il m'a reconnu parce que j'ai travaillé dans le parage, dans cet endroit. Directement, ils m'ont déshabillé. Ils m'ont donné un autre habit. Et ils m'ont nettoyé le pied, la blessure. Ils m'ont fait le pansement. Pour me ramener à Gama, bon, ils ont jugé que c'est inutile. Ils m'ont conduit à Bokoro. De Bokoro, ils m'ont donné un cheval, ils m'ont mis sur un cheval, et de là, on m'a conduit à la brigade. Mais au niveau de la brigade, comme nous sommes de la même compagnie, on se connaissait.
Bon, gamana ya tu shia ke chef ana DDS ana Bokoroja. Après un instant, le responsable de la DDS de la localité était venu. Comme sous-zone kuleja. Il y a aussi les comme sous-zone. Yani idarinda kulle kejo. C'est-à-dire toutes les autorités étaient venues, les autorités au niveau des Bokoro. Bon, saloni. Ils m'ont demandé. Ana oretu malhasil. Je leur ai expliqué ce qui s'est passé. Le commandant de la DDS m'a demandé si je suis Hadjaraï. Je lui ai dit oui, je suis des mères et des pères et des mères Hadjaraï. Directement, j'ai passé la nuit ici. Le lendemain, il m'a amené à l'hôpital. Ils m'ont fait le pansement. Ils m'ont donné également des injections. Et ils m'ont donné également des comprimés, 4 comprimés. Ils m'ont encore mis sur les Toyota. Moi, j'ai pensé qu'ils vont me ramener au niveau de la brigade. De là, on m'a conduit directement à N'Djamena. Arrivé à N'Djamena, on m'a amené directement au niveau de la Bessir. Au niveau de la Bessir, c'était vers 2 h du matin. Mamad Bidon était venu à bord d'un véhicule 505 noir. Comme ça, on m'a appelé, j'étais entre-temps dans les locaux. Comme il m'a appelé, je lui ai trouvé dans son bureau. Il m'a interrogé. Au moment de l'interrogatoire, moi, je suis un peu déréglé, c'est-à-dire j'étais confus, je ne me maîtrisais pas. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que avant qu'on nous ramène, avant qu'on nous conduise au pied d'une montagne, ils m'ont d'abord tabassé, ils m'ont tapé. Ils m'ont cassé une dent. Il y a également eu une blessure au niveau de l'œil. Donc j'étais mal à l'aise. Le commandant de la Bessir et M. Monbidon m'ont dit, est-ce que c'est bien toi, service? Je leur ai dit oui. Ils m'ont dit, on a appris que vous, les Hadjaraï, au niveau des Gama, vous êtes organisés pour regagner la rébellion. Je leur ai dit non, ce n'est pas pour les autres. Moi, personnellement, je ne quitterai jamais Gama. Ils m'ont dit, dis ta vérité, là où nous sommes, ce n'est pas Gama ni Bokoro. Ici, c'est là où les vérités se disent. Je leur ai dit, moi, je ne sais pas mentir. C'était à 3 reprises. J'ai donné toujours la même réponse. Il a appelé 3 de ces éléments. Ils m'ont conduit derrière une maison. Bon, parmi les 3, ils ont un chef. Je ne sais pas les consignes qui ont été données au chef. Bon, leur chef, comme je les connaissais, arrivé sur les lieux, il m'a appelé par mon nom, service, je lui ai dit oui. Je vais te dire quelque chose pour que tu puisses sortir de là. Je vais te donner quelque chose. Je vais te parler, je vais te dire un signe
pour pouvoir te sauver. Je lui ai dit d'accord. Le Combessir nous a donné comme ordre, le Combessir nous a donné un ordre pour encore te maltraiter, te taper. Et je lui ai dit, bon, maintenant, qu'est-ce que tu voudrais me dire? Il dit, quand on commençait par te taper, il faut crier. Quand tu vas commencer par crier, bon, si tu as la chance, tu vas te sauver. Je lui ai dit merci. Bon, un instant après, ils étaient venus avec leur chicotte. Quelqu'un m'a attrapé les pieds. Et l'autre pied, comme j'avais une blessure, ils n'ont pas touché à ses pieds, mais quelqu'un m'a attrapé par l'autre pied et les deux autres par les mains. Et l'autre a commencé par me frapper. Donc j'ai commencé par appliquer les consignes données par leur chef. J'ai commencé par crier. Il a eu pitié de moi, il m'a laissé. On m'a encore rappelé dans le bureau. Ils m'ont encore reposé la même question. Dis ta vérité. Je lui ai dit, même si je meurs ici, je n'ai rien à vous dire. Ils m'ont ramené, dans la prison. J'ai mis 5 jours au niveau de la Bessir. De la Bessir, on m'a mis sur un véhicule 404 gris, bâché. Moi, j'ai pensé que comme ça, ils vont me conduire vers le cimetière de la Madi. Alors qu'on m'a ramené encore au niveau de la DDS. Ils m'ont confié à M. Mohamed Hissène. Mohamed Hissène, dans son bureau, m'avait dit, service, tu es venu là où les gens disent la vérité. Je lui ai dit, même si je meurs ici, moi, bon, je ne connais rien. Faites ce qui vous semble bon. Il m'a dit, ok, d'accord, tu verras. On m'a conduit dans une prison souterraine. Au niveau de la cellule, j'ai retrouvé Ahmad Jamil, Gari Goudja, Aboud Moussa. Ils étaient 3. Tous ces 3-là sont des militaires. Moi, j'étais leur 4e. 2 jours après, le 3e jour, on m'a encore rappelé par Mamad. C'était vers 1h du matin. Il m'a dit, service, est-ce que tu as un peu pensé? J'ai dit, j'ai pensé, je n'ai pensé à rien. Il dit, tu n'as pas encore dit, tu n'as pas encore avoué ta vérité. Je lui ai dit, c'est ça, je n'ai pas d'autre chose à dire. Si tu ne dis pas ta vérité, tu iras là où les autres sont partis. Je lui ai dit, bon, dans cet état, même si je meurs, c'est mieux pour moi, au lieu de rester dans cet état. Après ça, il a appelé des militaires, des gars. Après le trou, il y a un arbre là à côté. On m'a mis sous l'arbre. Dis ta vérité ici. Bon, il n'y a pas d'amusement ici. Il faut dire la vérité. Je n'ai pas ouvert la bouche. Il a donné de l'ordre au gars.
Les gens, bon, c'est des bonhommes, ont commencé à me torturer. أنا كيف بقاندا خلاوة كمين دا غوني وكل شيء بتا إندي سنين مكسر راسوار مدولو بإني وبري جريدا ما لقيت راسيك بتا بقاندا زاغولوني بس مش الجنازة بس. Voilà, là, j'étais évanoui, ils m'ont laissé, ils m'ont jeté. بقاندا كاروني مش الكلب كيف دسوني في دانغاي. Encore, on m'a pris comme un chien, on m'a encore ramené au niveau de la prison. أنا بقاندا يعني أقلي ذاتك ما فوقي قاد قريب كم وقت أقلي ذاتك ما فوقي. Donc pendant ce temps, j'ai perdu la raison, je ne savais pas là où je suis. قاد في بقاندا المدي جوبلنا كله في كوب أنا تماتين ده. Donc au niveau de la prison, on nous donnait de l'eau à l'aide d'une boîte de tomates. وأكل ده سرندو ريس عندك الأبيض بخلبت بمولا كيف كم ما تعرف ورا. Et la nourriture, c'est un peu du riz mélangé un peu avec de la sauce. Dans la prison, on pissait là, on fait les selles là. Bon, dans cet état, j'ai mis 3 mois. On m'a encore rappelé. Qu'est-ce que j'ai dit? Ils m'ont dit, est-ce que tu as pensé, tu as des choses à dire? Je leur ai dit non. On m'a encore ramené en prison. J'ai mis encore 1 mois. Vers 2 heures du matin, on m'a encore ramené au niveau de la Bessir. Au niveau de la Bessir, on m'a rien dit, mais on m'a mis dans la prison, j'ai mis 5 jours. Vers 4 heures du matin, il y avait un commandant de compagnie du Nord passé. C'est mon commandant à moi, c'est le commandant de la compagnie à moi. Il était venu avec sa Toyota. J'ai vu, bon, j'ai dit que voilà, je l'ai reconnu. Il était entré chez le commandant de la Bessir. Ils se sont entretenus, je ne sais pas de quoi s'agit-il. 30 ou 40 minutes après, ils m'ont appelé. Bon, j'étais affaibli, ils m'ont pris. C'est des gens qui m'ont pris. On m'a amené devant le commandant de la compagnie. Le commandant de la BCIR avait dit au commandant de notre compagnie, il dit, prends ces jeunes hommes avec toi, mais qu'ils te disent la vérité. Ils m'ont conduit au niveau de la compagnie. Ils m'ont fait le pansement et puis je suis resté là. Bon, j'étais là dehors, ils ne m'ont pas mis dans la prison. J'ai passé toute la journée. Vers 19h, ils m'ont encore pris au bord d'un véhicule. On m'a amené chez un cousin. Ils m'ont dit, maintenant, il faut te soigner. Et après, tu vas revenir me voir. Je lui ai dit merci. Là, ce qui s'est passé sur moi. Bien, merci. Nous allons observer une pause de 15 minutes avant de revenir continuer avec les témoins.